Bonjour à tous, nous sommes toujours dans la reproduction des plantes à fleurs, cependant cette fois on s'intéresse à la reproduction asexuée. On va voir comment ça marche sans intervention des cellules sexuelles. Vous êtes prêts? C'est parti! Les plantes à fleurs sont capables de reproduction sexuée, c'est-à-dire qu'elles sont capables par fécondation d'obtenir des individus génétiquement différents des plantes mères. Cette méthode de reproduction est fortement soumise aux contraintes environnementales et le processus peut être long et le taux de réussite souvent faible. La reproduction asexuée est une reproduction rapide qui ne fait pas intervenir de cellules sexuelles. C'est donc une reproduction obtenue sans fécondation à partir d'un individu parental unique. Les nouveaux individus obtenus sont génétiquement identiques à la plante mère. Ainsi, si leur génotype permet un phénotype adapté à l'environnement, ce dernier sera rapidement envahi par un clone de la plante de départ. Intéressons-nous aux modalités de la multiplication végétative. La reproduction asexuée ou multiplication végétative au sens large est une multiplication qui s'opère à partir des tissus végétatifs, c'est-à-dire non reproducteurs, de la plante parentale et qui peut faire intervenir des organes végétatifs non spécialisés, comme des tiges, des racines, des feuilles, mais également des organes végétatifs spécialisés, des tubercules, des stolons ou comme ici des racines drageonnantes. Intéressons-nous dans un premier temps à la multiplication végétative à partir d'organes non spécialisés. Il existe deux grandes méthodes de multiplication végétative. Commençons par le marcottage. Le marcottage est une reproduction végétative réalisée par une structure de l'appareil végétatif avant de s'être séparé de la plante mère. Et ça, c'est important. Le fragment de végétal impliqué va s'appeler une marcotte. Vous avez ici un exemple de marcottage naturel à partir d'un rhizome. À droite, un rhizome de gingembre, à gauche, un rhizome d'iris. Un rhizome est une tige souterraine sur laquelle on peut observer des cicatrices foliaires. Celles-ci sont en réalité des feuilles avortées. Au fur et à mesure de la croissance de ce rhizome, des racines se mettent en place, préparant ainsi la plante à la fragmentation. Si une partie du rhizome se détache, comme elle est pourvue de racines, elle pourra donc survivre et un nouvel organisme sera individualisé. En l'absence de fragmentation, seul le bourgeon terminal produit une pousse feuillée et la plante s'allonge d'une unité chaque année. Donc le morceau de rhizome que vous voyez ici a 3 ans. 1, 2, 3. Cette capacité de fragmentation des plantes est utilisée par l'homme pour réaliser un marcottage artificiel. En horticulture, le marcottage consiste à forcer la mise en contact d'une partie aérienne d'une plante avec un substrat humide jusqu'à l'apparition des racines. On va alors pouvoir sevrer la marcotte, c'est-à-dire séparer la partie aérienne portant de nouvelles racines de la plante mère. Ici, vous avez un exemple de marcottage par couchage, qui consiste à coucher et maintenir par un arceau au niveau du sol un rameau souple que l'on aura au préalablement effeuillé. Le marcottage en butte est adapté aux plantes produisant facilement des rejets. Ce processus se réalise sur 2 ans. Le premier hiver, on coupe la plante, ici un arbuste, à 10 cm de hauteur, ce qui va le forcer à produire des rameaux très proches du sol au printemps suivant. Pendant l'hiver de la deuxième année, une butte de terre est disposée autour de la plante. Cela force l'apparition des racines sur les rameaux qui sont enterrés. Ces derniers pourront alors être sectionnés, sevrés de la plante mère et replantés. Enfin, le marcottage aérien est adapté aux arbustes à enracinement difficile et aux plantes d'intérieur. Il consiste à effeuiller le milieu d'une branche ou d'utiliser un rameau sans feuilles, de réaliser des incisions au niveau de l'écorce et de disposer tout autour de ce rameau un manchon contenant du terreau et du sable. En maintenant ce manchon humide, des racines se formeront et la branche pourra alors être sevrée. La manipulation fonctionne beaucoup mieux avec des applications d'hormones de bouturage sur les incisions avant l'installation du manchon. La deuxième technique employée par les plantes pour se multiplier de manière végétative est le bouturage. Le bouturage consiste en une multiplication végétative qui s'effectue à partir d'un fragment qui s'enracine cette fois après sa chute de la plante mère. Ce fragment qui se détache et qui sera à l'origine d'une nouvelle plante est appelé une bouture. Ce mécanisme étant naturel, les plantes qui le pratiquent à outrance peuvent devenir envahissantes, comme ce figuier de Barbarie. Il est aisé d'obtenir artificiellement des boutures chez certaines espèces. Chez les cactés, comme ce cactus du genre Schlumbergera ou cactus de Noël, il suffit de planter un rameau dans du terreau pour voir un petit système racinaire apparaître en quelques semaines. D'autres espèces sont susceptibles de développer des racines au contact de l'eau ou d'un mélange de terreau.
Chez le Sympholia, par exemple, il suffit de sectionner proprement une feuille à sa base et de la repiquer soit dans de l'eau, soit dans du terreau pour voir apparaître en quelques semaines un système racinaire. Intéressons-nous maintenant à la multiplication végétative réalisée à partir d'organes spécialisés. Et nous pouvons citer en premier exemple la stolonisation. Les stolons sont des organes spécialisés dans la multiplication végétative et c'est là leur unique fonction. Le stolon présente une croissance plagiotrope, c'est-à-dire perpendiculaire au champ de pesanteur. Son bourgeon terminal donne un nouvel individu à distance de la plante mère. Cette tige est généralement grêle, à feuilles réduites et à entre-nœuds longs. Quand le stolon entre en contact prolongé avec un sol humide, les racines s'y développent, formant un nouveau plant. Une fois le plant enraciné, le stolon s'assèche et la nouvelle plante s'individualise. On peut donner comme exemple de plantes stolonifères le fraisier, le lierre et ce chlorophytum. Certaines plantes, pour envahir rapidement le milieu, vont produire des drageons. Des drageons, ce sont des tiges produites à partir de bourgeons de racines plagiotropes. Vous avez ici une racine plagiotrope, c'est-à-dire à croissance perpendiculaire au champ de pesanteur, d'un framboisier. À partir des bourgeons de cette racine vont se développer de nouveaux individus. Vous avez ici un jeune système caulinaire associé à un jeune système racinaire. Vous avez donc ici un futur drageon. Ce drageon bien développé date de l'année précédente. Vous avez donc ici une racine développée jusqu'à l'année précédente. Et ici, vous avez donc la suite de la racine qui possède les drageons du nouveau printemps qui arrive. Si les drageons sont séparés de la souche mère, ils constituent une nouvelle population de pieds. Ainsi, par la production de drageons, la plante mère envahit progressivement l'espace situé autour d'elle. On peut citer en exemple le framboisier, mais aussi le peuplier. Vous avez ici une série de drageons émergeant le long des racines superficielles d'un peuplier après une période de fauche tardive. Ces drageons bien alignés proviennent de bourgeons formés à partir de cellules du péricycle situées juste en dessous de l'endoderme. Enfin, certaines plantes produisent des organes tubérisés, c'est-à-dire des organes renflés, gorgés de réserve, qui vont présenter des bourgeons permettant la multiplication végétative. Voyons dans un premier temps les tubercules caulinaires. Les tubercules caulinaires souterrains, comme la pomme de terre, présentent des cicatrices foliaires pourvues de bourgeons. Les tubercules caulinaires se trouvant systématiquement à l'apex des tiges souterraines ou de stolons, ils présentent un bourgeon apical à partir duquel se développera une plante feuillée. Les tubercules racinaires, comme la carotte, mais également les tubercules hypocotylaires, comme le radis, participent rarement à la multiplication végétative. Certains tubercules racinaires le peuvent, comme le tubercule de dahlia ou le tubercule de patate douce. Ce dernier possède dans sa partie proximale raccordée à la racine de nombreux bourgeons à l'origine de futurs individus. Certaines plantes développent ce qu'on appelle des bulbilles souterraines. Les bulbes que vous connaissez sont des organes tubérisés de nature foliaire qui n'interviennent pas dans la reproduction asexuée, mais permettent le passage de l'hiver. Ici, les réserves sont stockées dans des feuilles et vous distinguez ici la future hampe florale. Si l'oignon est consommé comme l'ail pour ses réserves, ces deux plantes ne sont pas organisées de la même façon. En effet, si chez l'oignon, chaque feuille est gorgée de réserve, ici les feuilles sont sèches et ce sont les bourgeons axillaires qui ont procédé à la mise en réserve. Ici, nous avons un bulbe. Et ici, nous avons un petit bulbe présentant des unités bulbeuses multiples, possédant chacune un bourgeon terminal et qui sont en réalité des bourgeons axillaires de tout le bulbe. C'est ce que l'on appelle des bulbilles. Chaque bulbille sera au printemps suivant à l'origine d'un nouvel individu. Enfin, il nous reste à traiter les bulbilles aériennes. Des plantes peuvent développer des bulbilles non pas à partir d'une tige souterraine comme pour l'ail, mais à l'aisselle des feuilles chlorophylliennes, au niveau du bourgeon axillaire ou carrément au bord des feuilles, comme c'est le cas ici pour ce calanchoé. Les bulbilles qui vont préparer un petit système racinaire vont se détacher de la plante mère, tomber au sol et donner de nouveaux individus. Intéressons-nous maintenant au rôle des hormones. Nous l'avons déjà vu, l'édification du système caulinaire nécessite la présence d'un méristème apical caulinaire et l'édification d'une racine nécessite la présence d'un méristème apical racinaire. En l'occurrence, il nous faut des cellules non différenciées qui sont capables de subir de nombreuses mitoses. Ainsi, pour produire un nouvel individu à partir d'une racine comme les drageons ou à partir d'une feuille comme les bulbilles du calanchoé, il nous faut donc à partir de cellules différenciées redonner des cellules indifférenciées. En l'occurrence, il faut mettre en route des méristèmes. En laboratoire, pour former un nouvel individu à partir d'un fragment végétal, il faut donc d'abord obtenir une masse de cellules indifférenciées que l'on appelle un cale. À partir de ce cale, les techniciens de laboratoire vont provoquer soit la rhizogénèse, soit la collogénèse. Pour cela, ils vont utiliser des hormones de développement qui vont induire dans un premier temps la calogénèse,
puis en fonction des hormones choisies, soit la collogénèse, soit la rhizogénèse. Je vous rappelle que les plantes produisent à l'apex caulinaire des auxines et à l'apex racinaire des cytokinines. Et en fonction des concentrations relatives des deux hormones, ce sera soit la rhizogénèse, soit la collogénèse qui va être favorisée. Si le rapport auxine sur cytokinine est supérieur à 1, la rhizogénèse sera activée et la collogénèse sera bloquée. Au contraire, si le rapport auxine sur cytokinine est inférieur à 1, la rhizogénèse sera bloquée et la collogénèse sera activée. Et pour produire des cales, il nous faut autant d'auxine que de cytokinine. Ainsi, il est possible en milieu de culture stérile de forcer l'apparition de méristèmes à partir de fragments de végétaux en appliquant les bons dosages hormonaux.